Donc je vais me présenter très rapidement. Donc Jonathan Attia, alors j'ai une grande expérience dans l'innovation IT. Je suis rattaché à l'Université de Nice au laboratoire GREDEG. Je suis également membre de l'I3E. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une organisation internationale qui regroupe tous les ingénieurs sur des thématiques électroniques, logiciels, informatique. Donc, ça traite notamment des standards réseau et enfin, membre également de l'Internet Society France et global. Donc, l'objectif pour moi, en tout cas dans cette première partie, c'est comme ça qu'on a imaginé la structure avec Aurore, Juliette et Fabrice, c'est de le faire en deux parties. Une première partie qui va vous donner une vue d'ensemble de ce qu'est l'Internet, et enfin une deuxième partie sur un focus particulier sur la partie IPv6. On en discutera sur la migration IPv4, IPv6, donc c'est un sujet vraiment d'actualité, même si ça fait un certain temps qu'on en parle, mais en tout cas aujourd'hui ça devient dominant. Et enfin une troisième partie, table ronde, où on abordera différents sujets en matière de gouvernance. Alors je vais partager mon écran de façon à commencer la présentation. J'espère que vous avez tous, vous voyez tous mon écran. Donc, le titre, il est volontairement, comment dirais-je, en fait, on aurait pu l'écrire au singulier, pardon, mais Internet, c'est plusieurs réalités et plusieurs gouvernances, on le verra. Et évidemment, quand on parle de gouvernance, il y a également des enjeux qui sont implicites ou explicites d'ailleurs. Donc, je propose de commencer et mon chronomètre est en place. C'est bon. Donc, la structure en fait de cette première partie, nous allons revoir très succinctement l'histoire de l'Internet. Ensuite, Internet, c'est le réseau des réseaux, donc il y a une notion de connectivité et d'infrastructure dont on n'a pas forcément conscience quand nous, utilisateurs finaux, au final, on utilise l'Internet. Ensuite, on va aborder la partie fonctionnement et gouvernance de manière aussi succincte, puisque ce sera développé davantage en troisième partie. Peut-être rappeler qui sont les acteurs et l'écosystème de cet Internet. Et ensuite, je conclurai en fait mon propos. Vous verrez, la conclusion sera très, très synthétique, et tant mieux. Donc, l'histoire de l'Internet, globalement, ça démarre en 1968. C'est au départ un projet militaire donc des États-Unis, l'ARPANET. Ensuite, alors c'est une timeline qui est intéressante. J'invite tous ceux qui souhaitent vraiment entrer dans le détail de cette histoire de consulter ce que l'Internet Society a publié, donc de l'Internet de son histoire en tout cas jusqu'à 97. Ici, on a une timeline qui est reprise, qui est issue de ce rapport, où on voit les principaux faits marquants de l'histoire de l'Internet. Donc, projet militaire, TCP/IP, donc l'invention de TCP/IP qui est le protocole par excellence qui se charge de faire du transit, donc du transport de nos paquets de données. Ensuite, on peut peut-être ici parler de la naissance du World Wide Web, celui qu'on utilise encore jusqu'à aujourd'hui, qui s'est fait dans les années 90, un petit peu avant bien sûr, parce que ça a été étudié mais publié dans les années 90. Et on retrouve d'ailleurs ici la création de l'Internet Society dans les années y compris 90. On voit que l'ISOC ici est représenté et regroupe un certain nombre d'entités qu'on va développer plus tard. Donc là, c'est un projet, donc la jeunesse de l'Internet, comme on le disait il y a quelques instants, c'est un projet militaire. Donc ici, on retrouve la cartographie de 1973, un état des lieux de ce que sera Internet, en tout cas les prémices du réseau. Alors, ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on a des connexions qui s'appuient sur le réseau téléphonique. Et déjà, on a l'illustration, et voire même d'une certaine manière une connectivité par satellite. On abordera aussi cette question un petit peu plus loin dans la présentation. Ceci est la cartographie qui correspond à cette map de 1973. Et là, on est 11 ans plus tard, avec une densification des nœuds, donc des participants de ce réseau. Comme fait marquant
parce qu'on ne peut pas évidemment retracer dans le détail l'histoire de l'Internet, parce que ça, c'est une conférence à part. Donc la création et l'invention de TCP/IP par donc deux ingénieurs, Vinton Cerf et Robert Kahn, qui sont également des contemporains. Et peut-être, alors là aussi, je vous renvoie sur la publication qui est faite de ce papier. OK, excusez-moi parce que je reçois une notification chat également. De Teams. Donc c'est une publication qui date de 74. Donc vous voyez, hein, ça remonte à longtemps. Et n'empêche que c'est TCP/IP aujourd'hui qui est encore actif et qui fait de notre Internet une réalité quotidienne. À noter peut-être ici, dans ce papier, en fait, Vinton Cerf et Robert Kahn citent les travaux de Louis Pouzin, qui est un ingénieur français, qui est le créateur du datagramme étant une composante de TCP/IP. Peut-être juste pour saluer Louis Pouzin ici et reconnaître sa contribution majeure à ce qui a donné lieu à la naissance de TCP/IP, et donc c'est français. Ici, vous le connaissez sûrement, donc c'est Tim Berners-Lee, qui est un ingénieur anglais qui travaillait donc à l'époque au CERN, et d'ailleurs qui représente toujours le CERN, en tout cas qui a un titre honorifique, qui est le créateur du World Wide Web, donc ce qu'on utilise tous avec nos navigateurs, et la présentation du web, donc c'est vraiment la naissance du web. Et là aussi, ça a été créé dans le laboratoire du CERN. Et vous voyez donc la date, ça date quand même de la publication date de 89, donc c'est ce qui a permis finalement au réseau Internet de connaître le succès qu'on lui connaît depuis les années 2000. Donc l'architecture et l'infrastructure, c'est un aspect en fait de l'Internet qu'on ne connaît pas forcément. Donc je me suis permis de mettre une animation vidéo. On va peut-être pas la regarder dans son intégralité. Par contre, on peut juste remarquer une chose. Donc là, cette vidéo représente le corps finalement du réseau Internet, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les années défilent, donc là on est en 99, là on passe 2000, il y a une densification, une naissance même de points, de clusters qui apparaissent. C'est tout simplement la création et la densification d'utilisateurs, de nœuds, de serveurs qui se connectent. Alors juste pour la cinématique, on a ici le nom des opérateurs qui occupent une place relative par rapport au réseau. Donc on retrouve NTT ou ATT pour ceux qui connaissent ces noms-là, WorldCom, etc. Et là, on a la répartition en fait de l'Internet. Donc c'est une répartition relative entre les différents continents, et on voit que les États-Unis, jusqu'en 2005, occupe une place très importante sur l'espace Internet, ou dans l'espace Internet. Et en fait, on voit que l'Asie progressivement occupe la deuxième place, puis l'Europe troisième place. Donc alors la vidéo, on ne va pas la jouer jusqu'à la fin, mais je vais peut-être juste me permettre de faire un saut dans le temps pour vous montrer la densification. Donc là, on est en 2020. Hein. Vous voyez, on n'arrive plus à distinguer pratiquement plus aucun trait, aucun point, si ce n'est quelques clusters. Et on verra tout à l'heure ce que veut dire ces clusters en matière de gouvernance. On en parlera peut-être en troisième partie. Donc je poursuis. Alors l'organisation de l'Internet, on ne le sait peut-être pas, mais tout Internet est une question de transit, c'est-à-dire de transport. Et en réalité, l'information est une matière première, et cette matière première qui est l'information, donc un clic, un formulaire, une communication comme Teams, en fait, se traduit sur le plan de l'informatique comme des paquets de données. Ces paquets de données doivent être transportés d'un point à un autre. Et donc, il y a une multitude d'acteurs qui existent. Alors, je peut-être rappeler ici que cette illustration est une illustration faite par l'ARCEP. Donc, je remercie parce que l'ARCEP fait également un travail de documentation et d'explication remarquable. Vous verrez sur le site de l'ARCEP, hein, c'est très riche d'informations. Et donc, on distingue également trois populations d'acteurs du transit, donc les tiers 1, tiers 2 et tiers 3. En gros, les tiers 1, c'est du transit intercontinental, longue distance,
et plus en fait on descend en tier 2, on a du peering, ce qu'on appelle donc du transit local ou régional, jusqu'au tier 3 où on a vraiment un transit relativement local ou proche de l'utilisateur. Et là, je vous ai nommé, listé une liste alors qu'il y a 1 an, hein, donc elle n'est pas tout à fait actualisée, mais je pense pas qu'elle ait, je pense pas qu'elle ait changé de manière significative. Vous voyez qu'en tier 1, sur du peering longue distance, sur du transit donc longue distance, on est sur une poignée d'acteurs, et là aussi se pose la question de la gouvernance, de la souveraineté et de la neutralité, je dirais, du réseau et non pas du contenu et des flux. Et vous vous souvenez, tout à l'heure dans l'animation vidéo, on avait NTT, donc on retrouve ici Cogent Communication ou ATT comme opérateur de transit. Donc je vais volontairement, enfin, je respecte le rythme pour être dans la durée convenue. Donc là aussi, c'est une autre manière de voir l'architecture du transit. Donc là, on retrouve vraiment le global transit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la précédente slide, où on a des géants qui font du pairing entre eux, du pairing, c'est-à-dire qu'ils passent des accords pour que d'un data center à un autre, ou d'un backbone à un autre, il y ait un flux partagé de manière à ce que un continent puisse communiquer avec un autre continent. Donc il faut bien qu'il y ait des acteurs qui investissent dans cette infrastructure. Et donc ces gens-là, entre eux, s'accordent un échange de transit, donc un échange gratuit. Ensuite, on a les IXP, ça on en discutera tout à l'heure. Enfin, on a nos fournisseurs d'accès Internet, et nous, on est ici, c'est-à-dire qu'on va payer auprès d'un fournisseur d'accès Internet la connectivité vers ces différents acteurs, ce qui nous connecte au réseau Internet. Alors, ceci est un exemple de maillage de l'infrastructure sur le territoire français pour un acteur donné. Donc là, il s'agit de Proxat, qui est donc une filiale d'Iliad et Free. Donc on retrouve la légende. Donc on a des nœuds optiques, des nœuds IP, on a des points de présence, on a du transit et du pairing sur des zones particulières. Donc ça, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que veut dire une infrastructure. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on a en tête ou que l'on a à l'esprit quand on utilise Internet, mais il faut savoir qu'il y a un maillage complet et terrestre de ce réseau et qu'il y a toute une industrie derrière notre simple connexion qui fait que Internet est possible et que typiquement la communication que l'on a actuellement ensemble est rendue possible via cette infrastructure. Ici, c'est une cartographie qui est mise à disposition par l'ARCEP et qui donne l'état des lieux de la fibre optique en France. Donc on voit que globalement, oui, évidemment, les plus grandes villes sont plutôt, ont une couverture relativement bonne en termes de fibre. D'autres départements ou régions qui sont un peu moins développés, et en tout cas, l'ARCEP contrôle évidemment ce déploiement, et l'objectif, je suppose, à terme, c'est qu'on ait une couverture en fibre qui soit supérieure à 80, donc on ait une homogénéité dans la couverture terrestre. Mais là, encore une fois, on est vraiment sur un déploiement, une infrastructure, du câblage, et c'est quelque chose de très long, de très fastidieux et de très coûteux. Mais c'est le prix du digital pour notre pays et de manière générale pour l'Internet. Alors, c'est une slide que j'ai ajoutée suite à nos échanges ce week-end avec Fabrice et Aurore sur justement les IXP. Alors, les IXP, ce sont des comment dirais-je, des nœuds ou des points de connexion locaux. Donc, en fait, c'est du peering et du transit local. Typiquement, on en discutera un petit peu plus tard, c'est simplement pourquoi lorsqu'un utilisateur, lorsque deux utilisateurs ou une entité appartenant à une même métropole par rapport à un internaute, pourquoi le trafic entre ces deux entités ou ces deux personnes transiterait par Washington, par exemple, pour ensuite arriver au destinataire, alors même que les deux individus ou les deux entités sont séparés par 20 km. Vous voyez qu'il y a une aberration dans le transit et dans le transport, d'où l'idée des IXP, des nœuds d'échange Internet locaux. Donc en fait, on assure par ce biais-là un transit local et donc une meilleure connectivité et une meilleure connexion et une meilleure expérience pour l'utilisateur. Et donc ces IXP, ici c'est une cartographie qui
recense tous les IXP au monde. Donc moi, évidemment, je me suis intéressé à la France. On peut faire un focus sur la partie Lyon, hein, qui est quand même bien desservie en termes d'IXP, et on pourra évidemment développer la réflexion autour de cette réalité. Mais là, encore une fois, vous voyez qu'il y a une vraie logique d'infrastructure, d'installation, à la fois nationale, locale, donc régionale, et que Internet n'est pas le fruit uniquement d'un fournisseur d'accès à Internet, mais qu'il y a toute une réalité derrière d'acteurs qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, mais qui font de l'Internet la réalité que l'on a aujourd'hui. Alors, ça, c'est une tendance, je dirais, pour le coup, récente, en tout cas, de créer des constellations de satellites pour couvrir toutes les zones de l'Internet terrestre qui n'a pas encore un accès au débit. Donc, je vous dis que c'est récent dans le sens où ça peut-être, ce sont des projets qui ont moins de 10 ans, en tout cas qui ont peut-être plus de 10 ans à l'étude, mais qui se déploient depuis peu, en fait, donc c'est récent. Le premier projet, c'est Starlink de SpaceX. Starlink, ça représente à terme, hein, évidemment, une constellation de 30 000 satellites en basse altitude. Donc vous voyez là, encore une fois, un autre aspect de l'infrastructure de la connectivité Internet. Kuiper, qui est le projet d'Amazon, qui représente à terme évidemment 3236 satellites, et enfin OneWeb 648. Et en fait, les trois projets ont pour objectif de permettre à tout à chacun, peu importe où il se trouve, en montagne, en altitude, en zone blanche ou en océan, d'avoir une connectivité Internet. Donc vous voyez, là aussi, c'est massif. On est sur des projets titanesques en termes de déploiement. Bon, il y a d'autres, évidemment, d'autres aspects qui font de ces constellations aussi une nécessité absolue. On en reviendra plus tard. Et enfin, en troisième partie, les câbles sous-marins qui font d'une réalité incroyable qu'on ne voit pas forcément. Là, c'est une map monde qui reprend tous les câbles sous-marins et on voit les interactions entre continents, entre pays, sur le bassin méditerranéen, entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Europe et le Moyen-Orient. Enfin, c'est juste incroyable. Et ces câbles sous-marins sont une prouesse technologique parce qu'on est, comme vous l'avez vu précédemment, on est sur des profondeurs jusqu'à 8000 mètres avec des stations d'atterrissement pour créer la connectivité, et eux-mêmes ensuite se relient à d'autres nœuds POP ou systèmes autonomes pour distribuer de la connectivité. Là, à titre d'exemple, le simple câble Jupiter représente une longueur totale de 14 557 km, d'accord, avec une bande passante juste incroyable et un temps de latence aussi assez performant. Et on voit des points de chute. Donc, ce câble seul, à lui seul, il a 5 points de chute, 2 au Japon, 1 aux Philippines et 2 aux US. Vous voyez, donc c'est une complexité. Et la copropriété de ces câbles, c'est alors, et là, je pense que c'est là où c'est le plus surprenant. On a Amazon, on a Facebook, on a SoftBank. Vous voyez, donc là, on est sur des réalités très surprenantes sur la propriété et la maintenance de ces câbles. Je vais accélérer parce que c'est pas forcément. Vous avez compris qu'il y a une réalité sous-marine de l'Internet avec des câbles en fibre optique juste incroyables. Là, c'est un focus peut-être sur la France avec le hub marseillais qui relie à la fois l'Afrique notamment et la partie asiatique. Le fonctionnement et la gouvernance. Alors, globalement, et d'ailleurs c'était la réflexion qu'on avait eue ensemble de manière collective avec Aurore et Fabrice, c'était de reprendre le modèle OSI. Le modèle OSI a ceci de particulier, c'est que conceptuellement, il permet vraiment d'embrasser toute la complexité et la richesse d'Internet par couche. Donc on a la couche physique, on a la couche connectivité, réseau, transport. C'est là où nos paquets sont transportés et donc fait que l'un reçoit les flux d'informations de l'autre. On a des sessions, présentations et applications. Et je dirais que globalement, nous, en tant qu'utilisateurs, ce que l'on connaît partiellement, c'est la partie 1 et 2, et surtout et essentiellement la partie 7. Donc la partie 6, 5, 4, 3, 2 et 1, de manière globale, on ignore presque tout
de ce fonctionnement. Et en fait, vous voyez que, alors il existe différents modèles en couche, hein, donc là, précédemment, c'était le modèle OSI. Il existe le TCP/IP modèle, donc c'est juste pour vous donner un aperçu des différentes représentations de l'Internet, mais il est certain que le modèle OSI, si vous devez vous intéresser à Internet, vous pouvez prendre comme canevas, comme tuteur, ce que propose le modèle OSI. Alors, voici quelques exemples de topologie réseau. Donc, on a parlé précédemment de l'infrastructure terrestre, spatiale, maritime, et voilà ce que ça donne concrètement. Ça donne un satellite qui crée une connexion entre deux data centers, par exemple, ou entre deux entités, pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de connectivité autre. Parfois, ça peut être un satellite qui vient en redondance, donc en backup, donc une sécurité supplémentaire par rapport à une connectivité sous-marine ou ordinaire. Là, on voit le rôle du satellite une fois de plus, notamment pour la partie Smart City et une interconnexion entre différentes entités. Là, on est plutôt sur un schéma classique, terrestre, bien que ça peut être aussi sous-marin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un nœud ici qui soit représenté par un trait, mais qui traverse un océan entier. Puis là, c'est ce qu'on a avec notre mobilité, c'est-à-dire qu'on a des antennes radio qui nous relient au réseau Internet, et nous, avec nos smartphones, ça, je pense que les antennes relais, tout le monde connaît. Et là, c'est juste pour vous dire que dans ces data centers, dans ces entreprises, dans ces centres de données, on a des machines, des racks de serveurs avec toute la partie réseau. Donc ça, ce sont des équipements réseau qui permettent justement l'interconnexion entre ces serveurs, donc ces contenus d'information et d'autres terminaux, donc typiquement un PC, un smartphone et autres terminals. Alors, peut-être comment dirais-je, un petit rappel sur ce qu'est l'adresse IP. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler d'une adresse IP, puisque c'est un sujet qui revient souvent, notamment en matière de confidentialité, d'identité sur Internet, et les noms de domaine. Donc, on voit que l'un des problèmes de l'Internet, en tout cas l'une des nécessités de l'Internet, c'est de pouvoir adresser chacun de manière unique. Donc, c'est là où on parle d'adresse IP. Donc chaque internaute, chaque serveur, chaque ordinateur finalement possède une adresse IP, donc chaque objet connecté finalement. Et enfin, les noms de domaine font partie du fonctionnement de l'Internet, puisque c'est ce qui permet, par exemple, il est plus simple de se souvenir d'un nom de domaine que d'une adresse IP pour accéder à une ressource. Donc là, l'exemple, c'est le site itu.int, qui correspond à cette adresse IP, mais on aurait très bien pu faire ça avec l'Université de Lyon et d'autres sites, je dirais, que vous connaissez mieux. Alors, ça, c'est un sujet qui sera notamment abordé par Aurore en deuxième partie. Donc là, c'est le système d'adressage IPv4, IPv6. Donc, globalement, actuellement, en tout cas, le réseau est en migration vers IPv6, et IPv6, c'est toujours un système d'adressage donc alphanumérique, mais finalement, dans sa représentation, c'est une représentation alphanumérique, mais sinon elle est pleinement binaire, puisqu'elle est codée en 128 bits, hein, on le voit ici. Donc c'est juste sa représentation qui est ici hexadécimale, pour la rendre plus ou moins intelligible, quoique en réalité, même cette adresse n'est pas vraiment intelligible pour un humain, mais on va dire que c'est une représentation simplifiée. IPv6, on le verra tout à l'heure, comporte certains avantages relatifs, hein, donc ça on en discutera, pas la peine de s'attarder là-dessus, mais simplement pour dire que IPv4 est déployé depuis 1981, c'est vraiment le protocole et le système d'adressage historique de l'Internet, en tout cas dans son développement massif tel que l'on connaît Internet aujourd'hui. Et IPv6, alors déployé en 1998 de façon théorique, on voit qu'actuellement, on peut dire que le déploiement d'IPv6 a lieu depuis peu, et on vous expliquera les raisons pour lesquelles finalement son déploiement est plus lent qu'on ne le pensait initialement. Ici, juste pour vous dire que ce système d'adressage numérique est totalement administré par l'organisme IANA, qui en fait répartit une plage d'allocation d'adresses par zone géographique. Et donc là, le RIPE NCC, c'est l'organisme qui se charge justement
de l'adressage de ces adresses IP, donc numériques, donc qui allouent en fait des tranches d'adresses par zone géographique, et on voit ici qu'il y a une entité par zone géographique. Donc l'APNIC pour la partie asiatique et australienne, l'Afrinic, l'Afrinic oui pour la partie Afrique, etc. Les noms de domaine, je pense que tout le monde sait ce qu'est un nom de domaine, si ce n'est qu'on a, là aussi, il y a un organisme qui administre ces noms de domaine. Donc j'ai dépassé mon temps, mais je vais essayer quand même d'accélérer de peu. Donc on a évidemment deux types d'extensions. On a les extensions dites génériques et des extensions liées à des zones géographiques, donc les fameuses extensions type .us, .fr, .be, etc. Et on voit que pour chacune de ces extensions, il y a une entité qui administre ces différentes extensions, sachant que l'entité globale qui gère, c'est l'ICANN, qui donne l'accréditation à des registrars, qui donne l'accréditation à des entités qui peuvent, comment dirais-je, commercialiser et administrer le registre de l'extension en particulier. Donc là, par exemple, si je reviens un instant sur le point .com, aujourd'hui, c'est VeriSign qui a l'administration de tous les points .com au monde. Pour le point .be, c'est Belgium ASBL qui a l'administration, et ainsi de suite pour la France. Donc ici, on reviendra, on retrouve l'Internet Society, on retrouve l'ITU et l'ILDO. L'ICANN, c'est très important, c'est une entité importante puisqu'elle gère à la fois le système d'adressage, donc physique, IP, donc les adresses IP, et y compris les noms de domaine. Vous voyez, l'ICANN joue un rôle important. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, l'IETF, c'est l'organisme de normalisation des protocoles et des standards Internet. Donc là aussi, l'IETF est un incontournable si on s'intéresse de près aux protocoles et aux technologies de l'Internet. Donc ça, je dirais, c'est les principales organisations qui standardisent et normalisent l'Internet. Bon, là, c'est une manière plus élégante, on pourra peut-être aborder ce sujet-là, mais c'est une autre manière d'aborder les entités, donc ISO, W3C, IETF, I3E et ITU, pardon, selon la logique OSI, selon le modèle OSI. Donc c'est une manière de voir quel est le champ d'action de chacune de ces entités par rapport au modèle OSI. Et enfin ici, c'est plutôt pour la troisième partie, les déterminants d'une gouvernance centralisée. Bah, typiquement, qu'est-ce qui fait que Internet ait été initialement centralisé et que par le temps, Internet s'est vu de plus en plus décentralisé et qu'il y a quand même une résistance et une discussion sur la décentralisation de la gouvernance. Et ben, c'est tout simplement les inventions, la propriété intellectuelle, les ressources tout simplement, ou les contraintes comme l'espace d'adressage unique. On est obligé de faire une répartition et donc on est obligé de confier ça à des entités. Et donc ces entités sont d'une certaine manière centralisées. Il y a des alliances entre les organismes et il y a évidemment des questions de géopolitique. Ça, bon, c'est un débat, je dirais, tout à fait à part. Globalement, l'écosystème d'Internet, donc on a vu, il y a les clients finaux, on a des fournisseurs d'accès à Internet, on a des réseaux de diffusion qui permettent justement d'acheminer du contenu audiovisuel, multimédia au plus proche des utilisateurs finaux. Donc tout ça, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur et évidemment désengorger l'Internet. Pareil pour les points d'échange Internet, les fameux IXP. Donc eux aussi sont là pour localiser, faire en sorte que le transit soit beaucoup plus local et beaucoup plus intelligent et donc beaucoup plus efficace pour les utilisateurs. On a des transitaires, souvenez-vous, les fameux tiers 1, tiers 2 et tiers 3. On a les hébergeurs comme OVH, qui est donc français avec One and One, et d'autres évidemment hébergeurs, même étrangers, mais qui sont sur le sol français. Et enfin, les fournisseurs de contenu de type Netflix, YouTube, Amazon, qui ont aussi leur propre data center et là, on voit un peu les différentes interactions entre ces acteurs et nous qui sommes les utilisateurs finaux. Je rappelle, alors c'est pas mentionné ici, mais c'est une illustration qui a été faite également par l'ARCEP, que je remercie. Là, c'est juste pour vous dire que parmi les acteurs, cette cartographie mondiale montre qu'il y a les opérateurs, donc les opérateurs qui font
qui investissent dans l'infrastructure, et on voit bien que l'infrastructure soit fixe ou mobile, on voit qu'il y a un vrai enjeu côté opérateur. Donc c'est tout opérateur confondu ici sur cette représentation qui font partie de l'écosystème. Et on parle, quand je dis opérateur, c'est pas uniquement les fournisseurs d'accès à Internet. On peut citer Vodafone, par exemple, mais ça, on va le voir juste après. Nous, alors après, évidemment, sur l'Internet tel qu'on l'utilise, est-ce que l'Internet est Big Tech concrètement? C'est-à-dire qu'on voit quels sont les usages, que l'on a de l'Internet. On voit que globalement, tous nos usages sont centrés sur une poignée d'acteurs. Donc la question se pose également en matière de gouvernance, qui finalement gouverne l'Internet, sachant que finalement, tous nos usages, en tout cas la majorité de nos usages, se limitent à un nombre d'acteurs limité. Donc la question est ouverte et la réponse, personne ne l'a, on n'a que des hypothèses de réponse. Et enfin ici, c'était pour vous montrer donc précisément les différents acteurs. Donc là, on retrouve les opérateurs de type Vodafone, Orange, AT&T. Donc sur ce graphique, alors je regarde juste Orange, voilà, Orange Business Services est plutôt bien positionné. Ensuite, on a tous les constructeurs d'équipements réseau qu'on retrouve et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, vous avez la liste ici des principaux constructeurs. Et enfin, là, c'est un peu plus particulier puisqu'on parle des firewalls, donc c'est toute la partie sécurité des réseaux. On retrouve également un certain nombre d'acteurs qu'on n'a pas forcément conscience quand on utilise et on regarde Internet. Pour conclure, toutes les slides de cette présentation peuvent être projetées et associées à un niveau du modèle OSI, à une couche du modèle OSI. C'est pour ça que j'invite tous les étudiants et tous les participants à ce webinaire qui souhaitent approfondir leurs connaissances, de s'appuyer et de prendre comme canevas le modèle OSI, et ensuite, à partir du modèle OSI, faire les associations d'acteurs ou de technologies associées à ce modèle OSI. Donc, c'est une manière très élégante de pouvoir, de manière structurée bien sûr, de pouvoir appréhender l'Internet, sachant, et ce sera donc le mot de la fin, que nous, en tant qu'utilisateurs finaux, nous sommes très bien positionnés en layer 7, en couche 7, avec les applications, puisque c'est ce qu'on utilise avec nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Et on est partiellement également concerné par la partie 1 et 2. Typiquement, quand on installe un modem chez nous, quand l'opérateur vient, on est familier aux prises, aux câbles, à la connexion Wi-Fi, mais je dirais que c'est une vue extrêmement partielle de ces deux couches-là. Donc le modèle OSI est à la fois un très bon point de départ et une manière très structurée de pouvoir approfondir vos connaissances. Merci de votre attention et désolé du débordement. Je pense que voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Parfait. Fabrice. Oui, non, c'était juste pour demander si Aurore allait nous présenter la suite. Et j'en profite juste pour vous inviter à dès à présent mettre des questions dans le chat de manière à ce qu'on ait matière à échanger. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et merci aussi d'avoir l'opportunité de participer à cette conférence. Donc, Aurore Tual, chef de l'unité Internet ouvert à l'ARCEP. Donc, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Donc, c'est une autorité administrative indépendante en France. Elle est parfois appelée le gendarme des télécoms. Donc, elle a pour rôle d'être un arbitre et un expert neutre et elle se définit comme l'architecte et le gardien des réseaux. Donc, je vais vous partager ma présentation également. Alors, je suis désolée, je crois que ma vidéo se coupe quand je fais le partage. Je ne sais pas trop pourquoi. Excusez-moi, mais on n'a pas accès à la conversation. Ah, au chat? Oui, on essaye de cliquer dedans, mais on n'y arrive pas. Bon, on va essayer de résoudre le problème. En effet, merci. Du coup, je vous laisse résoudre pendant ça. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien l'écran. Oui, on va résoudre le problème, Sylvain, merci. Merci.
Alors, je vous propose de revenir sur la transition vers IPv6, dont Jonathan vous a déjà parlé dans sa présentation. Donc, le protocole IP, c'est le protocole qui est utilisé sur Internet pour permettre d'identifier chaque terminal sur le réseau. Donc, comme Jonathan l'a expliqué, IPv4 et IPv6 sont deux versions de ce protocole, mais qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'un équipement qui ne dispose que d'adresses IPv4 ne peut pas dialoguer avec un équipement qui n'a que des adresses IPv6. Or, en raison du succès d'Internet, de la diversité des usages et de la multiplication des objets connectés, on a observé un épuisement progressif des adresses IPv4. Et le 25 novembre 2019, le RIPE-NCC, donc qui est justement ce registre régional qui alloue les adresses IP pour l'Europe et le Moyen-Orient, a annoncé la pénurie d'IPv4. Donc il existe bien sûr des solutions pour continuer à faire fonctionner Internet en IPv4 malgré le manque d'adresses, mais ces solutions ont des conséquences négatives. Alors la première solution, c'est le partage d'adresses IPv4 entre plusieurs utilisateurs. Mais cela peut provoquer des dysfonctionnements de certaines catégories de services sur Internet, par exemple tout ce qui est domotique ou jeux en réseau. Ce partage peut aussi augmenter le risque de se voir refuser l'accès à un service, par exemple quand l'IP est mis sur une liste noire à cause du comportement frauduleux d'un autre utilisateur de la même adresse IPv4. Et on observe aussi que ce partage rend difficile l'identification d'un suspect sur la base de son adresse IP dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Une autre solution consiste à acheter des adresses IPv4 sur un marché secondaire, donc qui est existant, mais le prix de ces adresses peut représenter une barrière importante pour des nouveaux acteurs. Par ailleurs, ces adresses IPv4 qui sont achetées sur le marché secondaire peuvent bloquer certains services, par exemple des services bancaires ou de vidéo à la demande, si la mise à jour de la géolocalisation des adresses n'est pas mise à jour. Donc, comme le protocole IPv4, on observe une pénurie d'adresses et que, par contre, le protocole IPv6 offre une quasi-infinité d'adresses, la solution pérenne qui se présente est d'effectuer la transition vers IPv6 pour éviter les effets néfastes de cette pénurie d'IPv4. Donc, l'ARCEP a mis en place plusieurs leviers d'action pour accompagner et accélérer la transition vers IPv6. Tout d'abord, l'ARCEP publie chaque année un baromètre de la transition vers IPv6 dans un objectif de régulation par la donnée. Donc ici, l'idée est de présenter un état des lieux de la transition vers IPv6 en France. Donc on voit que le taux d'utilisation d'IPv6 est d'aujourd'hui 49%, donc il représente le pourcentage d'utilisateurs en IPv6 qui est mesuré au niveau d'un hébergeur. Au niveau mondial, on voit que la France est dans le top 10 en termes d'utilisation d'IPv6, d'après les 4 principales sources de données publiquement disponibles, pour évaluer l'utilisation d'IPv6. Les schémas suivants permettent de se faire une idée de la situation de la transition vers IPv6 sur le réseau fixe et mobile à fin juin 2020. Donc, on voit que pour les 4 principaux opérateurs télécoms en France, des progrès sont constatés d'année en année, même si les efforts des opérateurs doivent encore être poursuivis pour accélérer la transition. Il y avait notamment un retard important de la transition vers IPv6 sur le réseau mobile, et c'est la raison pour laquelle l'ARCEP a introduit une obligation de compatibilité IPv6 pour les opérateurs qui se sont vus attribuer des fréquences 5G. Donc, ils ont l'obligation de rendre leur réseau compatible à compter du 31 décembre 2020. Sur le schéma d'après, donc avec les différents smileys, on peut voir que la transition vers IPv6 a la particularité de concerner tous les maillons de la chaîne technique d'Internet. Donc, ces maillons en sont à différents points d'avancement de la transition vers IPv6. Et on voit que certains acteurs en France sont encore en retard dans la transition, notamment les hébergeurs, les entreprises ou encore les administrations publiques. Sur la frise en haut, vous pouvez du coup voir qu'on en est aujourd'hui dans la phase de cohabitation de la transition vers IPv6. En effet, cette migration, elle doit se faire en plusieurs étapes. Il faut d'abord, étant donné que les deux protocoles ne sont pas compatibles, ajouter IPv6 en parallèle d'IPv4. On aura ensuite idéalement une seconde phase où IPv6 sera déployé systématiquement à côté d'IPv4. Et dans une troisième phase appelée phase d'extinction, on éteindra IPv4 pour laisser seulement IPv6. Donc on voit qu'il y a encore du travail pour accélérer cette transition vers IPv6. Vous pouvez retrouver plus de détails sur
sur la migration vers IPv6 en France et l'état d'avancement dans le baromètre publié par l'ARCEP sur la transition vers IPv6. Et ce baromètre va être mis à jour d'ici début décembre. Donc, désolée pour les données un tout petit peu datées, mais la mise à jour est en cours. Donc, en plus du baromètre, et pour animer l'écosystème et accélérer la transition vers IPv6, l'ARCEP a mis en place, avec Internet Society France, une task force qui est dédiée à IPv6. Elle compte aujourd'hui une centaine de participants. Son objectif, c'est de permettre de partager des expériences et des bonnes pratiques pour accélérer la transition vers IPv6. Donc, il y a eu plusieurs réunions de travail de cette task force et le premier axe de travail identifié à l'issue de la réunion de novembre 2019, ça a été d'encourager les entreprises à effectuer leur transition vers IPv6. Donc, la task force a publié un premier guide qui s'appelle « Entreprise, pourquoi passer à IPv6 ?» et qui a été publié en décembre dernier. Donc, il vise à sensibiliser les entreprises sur l'importance de la transition vers IPv6 et il réexplique aussi le fonctionnement du protocole. La task force... Oui. Oui, serait-il possible de cliquer sur masquer au niveau de l'écran? Oui, merci. Merci beaucoup. Parfait. Donc, les travaux de la task force continuent et le second livrable est en cours de réalisation. Et c'est un guide méthodologique pour les entreprises sur comment déployer IPv6. Donc, il sera publié en même temps que la mise à jour du baromètre d'ici début décembre. Et la task force est ouverte donc, à l'ensemble de l'écosystème Internet et qui est donc intéressé par IPv6. Donc, aussi bien des experts, mais toute personne qui est intéressée pour en connaître davantage sur ce protocole, qui est essentiel pour le futur d'Internet. Et donc, vous avez sur la slide qui vous sera probablement diffusée, donc le lien, et aussi sur le site de l'ARCEP, si vous êtes intéressé pour rejoindre cette task force, n'hésitez pas. Voilà pour le protocole IPv6. Donc, après vous avoir présenté quelques éléments donc, sur la nécessité de cette transition, je vous propose de parler de neutralité d'Internet, qui est un principe qui protège les fondements d'Internet. Alors, voici une petite illustration pour expliquer ce qu'est la neutralité du net. Donc, comme vous pouvez le voir, garantir la neutralité du net en France, c'est assurer la liberté pour chaque utilisateur d'accéder à tout Internet. C'est-à-dire qu'il est interdit, par exemple, de mettre en place des mesures de gestion de trafic qui favorisent certains flux d'informations, ou encore, il est interdit de créer des accès à Internet qui seraient limités seulement à certains contenus. Donc, la neutralité du net est vraiment un principe important qui protège les fondements d'Internet. En Europe, ce principe de neutralité du net est protégé par le règlement Internet ouvert qui a été adopté en 2015. Il existe aussi des lignes directrices relatives à sa mise en œuvre qui ont été publiées par le BEREC et qui visent à guider les différentes autorités nationales, dont l'ARCEP, dans la mise en œuvre de ce règlement. Alors, le BEREC, c'est le groupe européen, c'est le groupe des régulateurs télécoms européens. Donc, l'ARCEP et ses autres homologues européens. En 2019, donc l'ARCEP et les autres autorités de régulation nationales ont ouvert un cycle de révision des lignes directrices relatives à la neutralité du net et qui s'est achevé par la publication de lignes directrices révisées en juin 2020. Et donc, en France, c'est l'ARCEP qui est chargé de la mise en œuvre du règlement Internet ouvert et qui veille au respect de la neutralité du net par les fournisseurs d'accès à Internet. Alors, que dit plus précisément le règlement européen Internet ouvert ? Donc, il acte pour l'utilisateur final le droit de diffuser et d'accéder aux informations et contenus de son choix, et il impose aux fournisseurs d'accès à Internet de traiter de manière égale et non discriminatoire le trafic. Donc, pour simplifier, on peut dire que par défaut, la gestion de trafic est interdite, sauf si elle rentre dans une des 3 exceptions qui est précisée dans le règlement, donc une obligation légale ou une décision de justice, une atteinte à la sécurité du réseau ou la perspective d'une congestion exceptionnelle du réseau. Les autres mesures de gestion de trafic sont possibles, mais strictement encadrées, c'est-à-dire qu'elles doivent être raisonnables, et donc c'est les critères qui sont présentés ici. Elles doivent notamment être transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Enfin, le règlement Internet ouvert permet aux opérateurs de proposer des services spécialisés, c'est-à-dire des services qui requièrent un acheminement optimisé. Mais ceci doit se faire dans un cadre bien spécifique, et à condition que ce ne soit pas au détriment de la qualité générale des services d'accès à Internet. Donc, par exemple, la voix sur IP rentre historiquement dans des services spécialisés, et on pourrait aussi imaginer
que certaines futures applications de la 5G, comme la téléchirurgie ou les véhicules autonomes, rentrent dans ce cadre. Donc, une autre petite illustration pour expliciter ce qu'est le principe de neutralité du net. Donc, on voit bien que c'est un principe fondateur d'Internet qui garantit notamment la circulation sans discrimination des flux sur le web. Alors, que fait l'ARCEP pour du coup mettre en œuvre le règlement et veiller au respect de la neutralité du net? Donc, l'autorité dispose de plusieurs canaux pour contribuer collectivement à détecter de potentielles pratiques contraires à la neutralité du net. Alors, on a notamment la plateforme de signalisation GLR-ARCEP qui permet donc aux utilisateurs, consommateurs de signaler des pratiques ou des questions qu'ils auraient sur le fonctionnement des réseaux, le fonctionnement avec leurs opérateurs. Les services de l'ARCEP réalisent aussi une veille importante sur les conditions générales de vente des opérateurs. On a aussi de nombreux échanges dans le cadre de coopération internationale, justement dans le cadre du BEREC, mais aussi des échanges bilatéraux avec d'autres autorités de régulation nationale. On a aussi donc les réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés pour capter des signaux, des signalements, etc. Et on a aussi une application qui s'appelle WEE et que je vais vous détailler un peu plus. Donc l'application WEE, elle est disponible depuis 2018. Et c'est une application qui est mise à disposition du grand public qui permet de détecter un traitement différencié de certains services en ligne par les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, on a lancé en 2020 une mise à jour de cette application. Donc, on a ajouté de nouveaux services qui correspondent mieux aux usages des Français. Donc, vous avez à droite les différents services qui sont testés par l'application WEE. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration par les équipes de l'ARCEP et la Northeastern University aux États-Unis. Donc, l'idée de la mise à jour, donc, ça a été de revoir la liste des services, mais aussi de faciliter la sélection des services testés et de mieux présenter les résultats des tests. Et la nouvelle version a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est un test de détection d'éventuels blocages de port qui pourraient affecter les modalités d'accès à certains services par les utilisateurs. Donc, à ce jour, plus de 600 000 tests ont été réalisés avec l'application et elle est disponible gratuitement sur Android, iOS et maintenant même sur F-Droid. Donc, je vous invite à la télécharger, à la tester et du coup à participer aussi à faire respecter la neutralité du net en France. Alors, comme je le disais, donc, le règlement Internet ouvert accorde des droits aux utilisateurs, mais il ne s'impose qu'aux fournisseurs d'accès à Internet. Donc, à une extrémité de la chaîne d'accès à Internet, les terminaux, par exemple les smartphones, les assistants vocaux, les voitures connectées, et les écosystèmes fermés des plateformes dites structurantes se révèlent être des maillons faibles de l'ouverture d'Internet. Donc, l'ARCEP a établi ce constat dans un rapport sur les terminaux qui date de 2018. Donc, vous avez le lien aussi dans la slide. Et une note publiée en 2019 qui a élargi l'analyse aux opérateurs de plateformes numériques structurantes. Donc, le constat est qu'un nombre restreint d'acteurs sont devenus incontournables dans la vie numérique des citoyens et des entreprises, en concentrant de nombreux services qui font partie intégrante du quotidien de chacun d'entre nous. Ces acteurs sont aujourd'hui en mesure de déterminer quels contenus et services peuvent être mis en ligne et à quelles conditions les utilisateurs peuvent y accéder. Ils concentrent de nombreux services et ils s'organisent en écosystèmes fermés au sein desquels les utilisateurs sont maintenus captifs, bridant leur liberté de choix. Et c'est en ce sens qu'ils se réveillent être les maillons faibles de l'ouverture d'Internet. Donc en 2019, des travaux importants ont eu lieu et cette année a été marquée par la montée des enjeux de régulation de ces écosystèmes. Et l'année 2020 a vu un véritable bascule dans les débats, où la question n'est plus de savoir quels sont les problèmes posés par ces acteurs, mais comment les résoudre. En particulier, la Commission européenne estime que le cadre juridique actuel ne permet pas de le faire. Elle s'est donc emparée du sujet de la régulation des plateformes et a effectué 2 consultations publiques qui ont débouché sur 2 propositions de règlement qui ont été publiées le 15 décembre 2020. Donc, il y a d'abord le Digital Services Act, dans lequel la Commission propose de réviser la directive commerce électronique de 2000, notamment le régime de responsabilité à l'égard des contenus hébergés qui sont appliqués aux intermédiaires techniques. Donc, c'est une proposition qui vise de façon plus large à garantir les meilleures conditions pour la fourniture de services numériques innovants dans le marché intérieur, à contribuer à la sécurité en ligne et à la protection des droits fondamentaux.
Et la deuxième proposition est le Digital Markets Act, qui entend mettre en place une régulation économique exemptée des grands acteurs du numérique qu'on appelle des gatekeepers. Et vous pouvez du coup retrouver plus d'informations de précision sur ces différents sujets et aussi sur d'autres sujets, donc dans le rapport annuel de l'ARCEP sur l'état d'Internet en France, qui date de juillet 2021 et que je vous invite à consulter pour plus de précision.